Alors, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Mehdi et Amélie, vous m'entendez bien? On t'entend bien, par contre ton écran Parfaitement n'est bien. pas Bonjour à en tous. plein écran. Ouais, ça, je suis pas encore en plein écran, mais vous voyez bien mon PowerPoint? Oui, Ok, très bien. Du coup, on va passer en plein écran. Euh, Normalement, là, ça devrait s'afficher en plein écran. Bon, et ben écoutez, merci. c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas encore? Non. Alors, on va arrêter et on va repartir sur un autre Je mode pense. écran. Partage tout ton écran. Voilà, tout à fait. Là, normalement, ça devrait être mieux. Parfait. Ok, super. Alors, merci à toutes et à tous de vous être connectés à ce webinaire. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est de traiter un sujet d'actualité, un sujet brûlant, d'actualité très très chaude, puisqu'il s'agit de la réforme concernant la facture électronique 2024 avec un webinaire qu'on a intitulé Facture électronique 2024, quelles bonnes pratiques adopter? Alors, avant de parler des bonnes pratiques sur le sujet de la facturation électronique, on va d'abord parler des bonnes pratiques pour ce webinaire. Quelques informations, donc les micros des participants sont coupés, c'est normal, c'est pour éviter toute interférence. Les micros qui sont ouverts sont uniquement ceux des deux participants qui sont avec moi. Pour les personnes qui auraient des petits soucis techniques, alors d'abord, il y a une petite aide là qui s'affiche à l'écran. Si vous avez des difficultés pour entendre, comme c'est écrit là, il y a une petite flèche que vous devriez voir sur votre panneau pour GoToWebinar. Vous ouvrez le panneau et vous nous posez la question par écrit. On a en bac, disons, Judith qui pourra se charger à la fois de centraliser les questions pour les soucis techniques, mais qui aussi nous poussera les questions pour les réactions que vous pourriez avoir suite à ce webinaire. Une ou deux autres informations pratiques. L'objet de ce webinaire, c'est donc de faire une synthèse, un état des lieux, mais aussi de donner des pistes de réflexion sur un sujet majeur. Ça suscitera, on l'espère, des questions. Ces questions, on prendra le temps d'y répondre, mais on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire pour laisser la discussion s'ouvrir sur on espère vingtaine, mais peut-être plutôt quinzaine de minutes qu'on consacrera aux questions. Et on prendra le temps aussi, si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions, d'y répondre en marge de cette heure qu'on va avoir ensemble, donc de 9 heures à 10 heures pour traiter un sujet d'actualité. Donc maintenant qu'on a vu ces petites considérations techniques, on peut peut-être revenir au sujet du webinaire, la facture électronique. Donc on a pensé cette heure comme un moment, alors à la fois descendant pour les 45 premières minutes, mais comme je vous le disais aussi un moment d'échange et une amorce peut-être pour certains et certaines d'entre vous pour traiter un sujet qui pose beaucoup de questions, des questions qu'on avait d'ailleurs fait figurer au moment de la communication, que je vais rappeler ici tout bêtement en les relisant pour être sûr de ne pas me tromper. Première question, quels sont les grands principes de la loi sur la réforme de la facturation électronique et ses dernières évolutions? Deuxième question, comment aborder son projet de transformation digitale, un projet qui est induit par la mise en place de la facture électronique et qui dépasse le simple cadre de la facture électronique, mais qui permet aussi de se reposer des questions sur sa démarche de transformation digitale dans son entreprise. Quels sont les points de vigilance qui sont associés à ce sujet-là et quelles bonnes pratiques pour être en conformité avec la loi et réussir son projet? Donc, pour répondre à ces questions, et vous donner des repères. Nous avons deux spécialistes, deux experts du sujet qui vont avoir un regard, vous allez le voir, complémentaire quand je vais les laisser se présenter. Et justement, Amélie et Mehdi, est-ce que je peux vous laisser vous présenter, peut-être en commençant par Amélie? Avec plaisir. Bonjour Vianney, Madi, bonjour à tous. Donc, je suis Amélie Roturo, je suis avocat associée au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre, donc cabinet spécialisé en droit des affaires. On est 700 à Neuilly, environ 450 avocats, dont la moitié qui sont des avocats fiscalistes. Et moi, j'ai la particularité d'être associée dans une équipe TVA. Alors, je vous rassure, je ne fais pas que de la TVA dans la vie, j'ai aussi la chance de faire un peu de taxes sur les salaires, un peu de contribution sociale de solidarité des sociétés, mais il est vrai que mon temps est essentiellement consacré à la TVA. Et comme on va le voir en déroulant cette présentation ce matin, en fait, la TVA, c'est un élément essentiel de la réforme, c'est un peu la ligne directrice, puisque l'un des objectifs sur lequel on reviendra du gouvernement,
de l'administration fiscale dans la réforme de la facturation électronique, c'est le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, vous allez voir qu'il y a énormément d'éléments TVA dans cette réforme et c'est ce qui explique ma présence ici aux côtés de Mathie. Merci de me passer la main. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Mehdi Belriti, donc je suis associé au sein du cabinet Jules Sterwen. Donc, nous sommes un cabinet de conseil en transformation et en innovation. Et pour ma part, j'interviens depuis environ 18 ans sur le sujet de la dématérialisation de manière générale et sur la facturation de manière assez précise. Donc, j'ai mis en place quasiment les premiers systèmes de facturation au début des années 2000 et en passant par les deuxièmes systèmes au milieu des années 2010. Et maintenant, on passe à cette nouvelle grande réforme qui est un véritable Big Bang, donc on y reviendra tout à l'heure. Et on accompagne un certain nombre de grands clients, mais aussi des plus petits, sur leur transition dans le cadre de la loi de facturation 2024. Alors, merci à vous deux pour vous être présentés. Moi, je vais le faire très rapidement. Donc, Vianney Petit, je suis consultant aussi chez Julie Sterwen, spécialisé sur les sujets de transformation digitale, avec une approche qui est plus orientée sur les sujets de records management et de gouvernance de l'information. Et le volet facturation électronique porte un sujet gouvernance de l'information. Pour les détails sur les entreprises, alors ça c'est 2 slides qu'on a voulu mettre dans la présentation. Rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais sachez que le support vous sera partagé à l'issue du webinaire et vous pourrez retrouver les détails à la fois sur l'entreprise Jules Sterwen et sur le cabinet CMS Francis Lefebvre. Si tu veux bien, Amélie, je vais te laisser la parole pour passer au cœur du sujet et commencer peut-être par reposer le cadre et les grands jalons de cette réforme. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Vianney. Alors, les objectifs de la réforme, c'est important de les garder à l'esprit parce que, encore une fois, ça va nous servir de ligne directrice, enfin surtout en ce qui me concerne, sur le pré-remplissage des déclarations CA3. Mais évidemment, ce ne sont pas les seuls objectifs. Alors, l'un des principaux objectifs, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne, il y a déjà un grand nombre de pays qui ont mis en place des systèmes de facturation électronique et de e-reporting. Et on a notamment l'Italie qui a publié des chiffres en 2022 qui indiquaient que la mise en place de la facturation électronique avait permis de récupérer à peu près 2 milliards d'euros par an. Donc on est sur des montants extrêmement significatifs. Donc évidemment, il y a un intérêt à cette réforme qui est un intérêt économique, recouvrer correctement l'impôt. Il y a un autre objectif, et je finirai par le pré-remplissage des déclarations CA3, c'est évidemment une réduction des coûts pour les entreprises. Vous automatisez la transmission des factures, on automatise tout un tas de choses, forcément. On accélère le processus de traitement. Il y a un élément qui va être, un effet qui va être impacté aussi, à mon sens, c'est les délais de paiement entre entreprises. Donc, si vous voulez, c'est des éléments induits, c'est pas forcément le premier objectif de la réforme qui, à mon sens, c'est vraiment le pré-remplissage des CA3 et la lutte contre la fraude, mais c'est des éléments qui vont être induits et qu'il faut garder à l'esprit également. Et un autre élément important, c'est que vous allez avoir une remontée quasiment en temps réel de toutes les informations de facturation entre les entreprises et de toutes les informations de transactions, notamment quand on sera dans du B2C. Donc, tout ça va être transmis à l'administration fiscale, ce qui veut dire que vous allez donner à l'administration fiscale une connaissance qu'elle n'a finalement aujourd'hui que quand elle est dans une situation de contrôle fiscal. Donc, on bascule dans un monde de disponibilité de la donnée, de l'information des entreprises au profit de l'administration. Donc ça, c'est les éléments un petit peu dont je voulais vous parler, mais qui pour moi ne sont pas le principal. Le principal, à mon sens, avec la lutte contre la fraude à la TVA, c'est le pré-remplissage des déclarations CA3. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que nous, techniciens, quand on a un doute, par exemple, sur une opération, notre premier réflexe, ça va être de se dire, est-ce que c'est une opération qui est dans la CA3 aujourd'hui, dans la déclaration de TVA? Oui, non. Et c'est ça qui va nous donner un axe. Si c'est dans la CA3, ça doit être quelque part dans la réforme. Parce que vous verrez qu'il y a des opérations qu'on a encore un peu de mal à placer, e-invoicing, e-reporting, on y reviendra tout à l'heure. Mais cet objectif à terme, ça donne aussi une grille de lecture des obligations des entreprises dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Alors, par contre, on va être très clair, c'est un objectif à terme. C'est-à-dire, ne vous attendez pas qu'en 2024, en 2025 ou même en 2026, on ait le pré-remplissage des déclarations de TVA. Ça viendra, mais
je pense que ça va prendre un petit peu de temps, mais encore une fois, c'est un élément important. Alors, peut-être pour conclure quelque chose sur cette slide, quelque chose qui s'est beaucoup dit, vous avez peut-être déjà entendu, mais qui montre l'importance de la réforme, et tout à l'heure, Mehdi parlait de Big Bang, et je le rejoins complètement là-dessus, c'est que l'administration place cette réforme au même plan que la réforme de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, on est sur quelque chose qui va changer la manière dont sont communiquées les factures, évidemment, mais ça, c'est un premier effet, mais qui, encore une fois, va donner accès à un nombre d'informations à l'administration fiscale extrêmement significatif. Voilà. Donc ça, c'était pour les objectifs de la réforme, ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas, Mehdi, si tu souhaites rajouter un point de ton côté ou si je passe au cadre réglementaire. Non, tu peux y aller directement. Eh bien, je passe au cadre réglementaire, Vianney, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, le cadre réglementaire, on ne va pas s'attarder parce que pour le coup, il est fixé, mais on est dans le cadre de cette réforme, moi je le vois de mon œil de fiscaliste, on voit l'évolution des pratiques de l'administration fiscale sur comment mettre en place cette réforme. Donc, on vous a remis dans cette slide, en fait, vous avez les sources légales et réglementaires. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, pour pouvoir basculer à la facturation électronique, c'est-à-dire faire d'un mode de transmission électronique le principe, elle a dû demander une dérogation à l'Union européenne. Dérogation qu'elle a évidemment obtenue, comme les autres États membres qui l'avaient demandé avant elle, et que sur ce point, on changera, la facturation électronique va devenir le principe au niveau communautaire, mais dans quelques années. Donc, pour notre réforme, la France a demandé, obtenu l'autorisation de la Commission européenne. On a eu les premiers textes qui ont été adoptés dans une ordonnance du 15 septembre 2021. Pour des raisons techniques, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, ces principes ont dû être repris dans la loi de finances rectificative du 16 août 2022, donc c'est l'article 26. Donc en fait, c'est quasiment à l'identique le même contenu, mais les deux textes ont été adoptés successivement. Et enfin, vous avez eu les textes réglementaires qui ont été publiés en octobre 2022, le 7 octobre. Donc vous avez un décret et un arrêté qui contiennent des détails. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, le pilier des sources techniques, légales et réglementaires de la réforme dont on parle ce matin. Et là, on en vient ensuite sur les autres sources, et c'est là qu'on voit l'évolution des pratiques de l'administration fiscale dans sa communication sur la réforme. Vous avez évidemment des spécifications externes qui sont mises à disposition sur le site de l'administration fiscale, alors qui sont assez détaillées, remises à jour régulièrement. Alors, on parle quand même d'un petit pavé, hein, c'est pas forcément très facile à lire, mais au moins ça a le mérite d'exister. Ces spécifications externes, elles sont accompagnées de tout un tas de documents de synthèse sur les formats, sur les mentions, etc., qui sont mis à disposition par l'administration fiscale. Vous avez une FAQ, donc avec des réponses que, là encore, l'administration fiscale met à jour régulièrement. On a eu récemment, par exemple, des précisions, alors peut-être encore un peu de clarté sur les actes notariés, par exemple. Et on a des fiches techniques diverses qui sont mises à disposition par l'administration fiscale. Et autour de ça, on a toute cette réforme en fait qui est gérée entre guillemets par une mission, la mission facturation électronique, avec des intervenants qui font un travail de communication, qui réalisent un travail de communication extrêmement important et qui sont vraiment là pour aussi communiquer, échanger avec les entreprises. Nous, on a la chance d'avoir des échanges au niveau du cabinet réguliers avec eux et écoutez, c'est un projet où on sent quand même une écoute des entreprises pour essayer de couvrir toutes les hypothèses, même si elles ne le sont pas encore toutes aujourd'hui. Enfin, on vous a mis avec ce cadre réglementaire un petit échantillon d'un glossaire que vous retrouverez en annexe. Comme vous a dit Vianney, hein, le support va vous être transmis à l'issue de la présentation. Et donc, c'est un glossaire, parce que vous verrez que dans cette réforme, comme dans d'autres, il y a énormément d'acronymes, il y a énormément de termes un peu, alors qui pour moi sont barbares, qui Mehdi le sont certainement beaucoup moins pour toi, mais on s'est dit que des petites définitions, ça pourrait toujours vous être utile. Donc, vous trouverez un glossaire en annexe à la présentation. Alors, voilà ce que je voulais vous rappeler sur le cadre réglementaire. Et si vous en êtes tous d'accord,
je ne prends pas trop de risques, je vous propose qu'on passe au champ de la réforme. Quelles obligations pour quelles opérations? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit sur cette réforme, c'est qu'on est sur deux catégories d'opérations, d'obligations. On est sur une première catégorie d'obligations qui est en fait ce qu'on appelle le e-invoicing. Alors, le e-invoicing, c'est quoi? C'est l'obligation de transmettre sa facture sous un format électronique, on reviendra sur ces formats tout à l'heure, et l'obligation de recevoir des factures sous format électronique. Donc ça, c'est pour le e-invoicing. La deuxième catégorie d'obligation, c'est ce qu'on appelle le e-reporting des données de transaction, où là, je vais extraire les données de ma transaction et je vais les transmettre à l'administration. Mais je n'aurai pas d'obligation de transmission de ma facture sous un format électronique. Et on va voir que ça concerne par exemple des opérations en B2C, le e-reporting. Et il y aura un e-reporting des données de transaction et un e-reporting des données de paiement pour les prestations de services. Données de paiement, pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'en France, la TVA est exigible sur les prestations de services à la date de leur encaissement et que donc, toujours mon objectif pré-remplissage des déclarations de TVA, si demain je veux pouvoir déclarer correctement mes prestations de services dans mes déclarations de TVA, j'ai besoin de savoir quand est-ce que le paiement a eu lieu. C'est pour ça qu'on a ce e-reporting spécifique aux prestations de services. Alors, qu'est-ce qui est dans le scope de chacune de ces obligations? Alors, dans le scope du invoicing, vous allez avoir toutes les opérations réalisées entre assujettis ou entre un assujetti et une personne morale non assujettie établie en France. Donc, le trigger, enfin ce qui va générer l'obligation du invoicing, c'est que je suis sur une opération entre deux assujettis et deux assujettis établis en France. Vous avez des dispenses pour les opérations exonérées en régime intérieur, par exemple les opérations bancaires et financières, et les transactions liées à un marché de défense ou de sécurité au sens du Code de la commande publique pour des raisons de sécurité nationale, tout simplement. Alors, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez par exemple une vente de biens entre un assujetti français vers un assujetti qui est en Belgique et qui n'a pas d'établissement stable en France, déjà vous pouvez éliminer le invoicing dans le cadre de la réforme, tout simplement parce qu'on n'est pas entre deux assujettis établis en France. Au contraire, si vous avez par exemple une vente de biens entre deux assujettis établis en France, mais avec une livraison en Belgique simplement, là vous êtes dans le invoicing parce que les deux opérateurs sont établis en France. Donc vous voyez un premier travail qui consiste quand même à identifier les flux pour savoir dans quelle opération je me situe. Le e-reporting, finalement, moi j'ai tendance à le définir de manière résiduelle, c'est-à-dire que ce qui ne tombe pas dans le invoicing va tomber dans le e-reporting. Donc vous allez avoir principalement les transactions en B2C et les transactions non domestiques, encore une fois, sauf celles qui sont exonérées de TVA. J'attire votre attention sur le fait que les importations sont exclues du cadre de la réforme. Donc ça, ce sont des opérations qui sortent complètement du champ de la réforme. Et enfin, le e-reporting des données de paiement pour les prestations de services dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, invoicing d'un côté, e-reporting données de transaction et données de paiement pour les prestations de services. Donc voilà, un scope assez complet. Alors, on va voir que, en regardant le calendrier de mise en œuvre de la réforme, on va voir qu'on retrouve un petit peu ces différentes obligations et notamment un point qui est très important, c'est que dans le e-invoicing, en fait, donc l'obligation de transmission et de réception des factures sous un format électronique, vous avez bien deux obligations. Il y a l'obligation d'émission, d'une part, mais il y a aussi l'obligation de réception. Et c'est sur ce point-là que je vais revenir avec le calendrier de mise en œuvre. Alors, sur le calendrier de mise en œuvre, on va retrouver quelque chose qu'on avait vu au moment de l'adoption de Chorus Pro, c'est-à-dire qu'on a une mise en œuvre étalée dans le temps en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, on vous a remis les tailles d'entreprise, on vous a remis les définitions, et on distingue, comme vous pouvez le voir, l'obligation de réception des factures au format électronique et l'obligation d'émission des factures au format électronique et le e-reporting. Pour l'obligation de réception, c'est simple, toutes les entreprises sont au 1er juillet 2024. Donc, 1er juillet 2024, toute assujettie en France doit être en mesure de recevoir une facture sous un format électronique. Pour les obligations d'émission, donc de e-invoicing
et les obligations de transmission e-reporting. On est au 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, au 1er juillet 2025 pour les ETI et au 1er janvier 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour les PME et les TPE. Alors, je vous laisserai sur ce calendrier un point important, une question qu'on a très souvent, ça s'apprécie par entité légale, par personne morale, et donc dans un groupe, il peut y avoir des sociétés qui vont entrer dans la réforme à des dates différentes. Donc attention, coordination, comment on s'organise. Et sur ce calendrier précisé, Mehdi, je vais me permettre de te repasser la parole pour tout ce qui change avec et peut-être juste un petit point qui est important. Souvent, quand on parle à des chefs d'entreprise de PME, TPE ou même des chefs d'entreprise de TI, ils semblent, dans leur inconscient, penser qu'ils ne sont concernés qu'à partir du 1er janvier 2025 ou 1er janvier 2026. Mais comme l'a expliqué Amélie, tout le monde est obligé, à partir du 1er juillet 2024, de recevoir ses factures au format électronique. Donc ça veut dire que si vous recevez une facture, par exemple, de Total ou de EDF ou potentiellement du groupe Saint-Gobain qui, je crois, est là aujourd'hui pendant ce webinaire et qui, eux, sont concernés pour certaines de leurs entités au 1er juillet 2024, vous serez dans l'obligation d'aller récupérer soit via le portail public de facturation, soit via d'autres opérateurs que je présenterai tout à l'heure, dès le 1er juillet 2024. Donc ça, il faut vraiment vous mettre en tête cette date du 1er juillet 2024 pour tout le monde. Merci beaucoup Mehdi pour ce rappel. Peut-être qu'on peut te laisser justement la parole pour enchaîner sur, maintenant qu'on a reposé le cadre, sur l'impact que ça a sur les entreprises et la manière dont on met en route la machine, disons, pour se conformer à cette réforme sur la facturation électronique. Tout à fait, merci. Donc, avec Clearance et la loi de facturation 2024, c'est la fin de certaines habitudes. Déjà, l'envoi direct de vos factures fournisseurs aux clients, c'est fini. Donc, vous passerez forcément par un intermédiaire dont je parlerai tout à l'heure. L'envoi de factures par mail aux clients, ça sera fini aussi. L'envoi de factures au format PDF simple, ça sera fini aussi. L'archivage des papiers des factures, c'est le corollaire de tout ça parce que normalement, on n'aura plus de factures papier, donc ça sera normalement fini aussi. Et le dernier point, c'est déchirer les factures qu'on n'aime pas. Donc ça marchera plus non plus parce que à partir du moment où la facture passera par le portail public de facturation, elle sera enregistrée. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec, il faudra faire un avoir ou autre. Donc ça change quand même un certain nombre de règles et de pratiques que vous aviez avant. L'impact sur les entreprises aussi, bon, comme je vous l'ai dit, c'est la disparition de la facture papier progressive pour l'ensemble des collaborateurs, donc, sauf les quelques types de factures dont a parlé Amélie tout à l'heure qui perdureront dans le temps. La centralisation des factures en un point unique. Donc ça, je pense notamment aux groupes qui ont des agences un petit peu partout en France et qui jusque-là recevaient des factures un peu partout. Là, on va recevoir l'ensemble des factures à un seul endroit et de manière complètement dématérialisée. Donc ça, ce sont des conséquences directes de la réforme. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'en profiter aussi pour digitaliser et homogénéiser vos circuits de validation, notamment pour les factures entrantes. Mais, et ça c'est le dernier point donc, de ce slide, c'est de créer systématiquement des documents engageants. Et par documents engageants, on parle de contrats, on parle de bons de commande qui vous permettront de faciliter l'aiguillage des factures une fois qu'elles arriveront dans vos systèmes. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'Amélie m'appuiera sur ce point. Lorsque vous envoyez un numéro de bon de commande à votre fournisseur, ça devient une mention légale qui devient obligatoire et que vous êtes dans l'obligation de remettre sur vos factures. Donc ça, c'est aussi un point qui est important, qu'il faut garder en tête et qui vraiment vous facilite la vie dans le cadre du rapprochement et de la consolidation de vos résultats. Voilà. Vianney, tu peux passer au slide d'après. Donc sur les modes d'échange de factures autorisés, donc je vous ai parlé tout à l'heure déjà d'un premier acteur qui sera au cœur du dispositif, c'est le portail public de facturation, donc le fameux PPF,
qui s'appuiera sur Chorus Pro, que vous avez peut-être connu dans le cadre de la réforme précédente du Business to Gov. Ce qu'on appelle aussi les plateformes de dématérialisation partenaire, donc les PDP, qui seront immatriculées et en support du PPF. Donc ce sera des grands ou des petits acteurs et des prestataires qui seront des tiers de confiance pour l'État et qui permettront de faire circuler les factures et le e-reporting aussi. Et on aura aussi des opérateurs de dématérialisation, donc ce qu'on appelle les OD, qui sont non immatriculés, donc ne nécessiteront pas de certification ni quoi que ce soit, mais qui seront en support du PPF et du PDP. Donc pour en revenir sur le portail public de facturation, donc le PPF, il va vous proposer un point qui est vraiment primordial pour ce projet, c'est le fameux annuaire national des entreprises, donc via le CIREN et le CIRE, donc qui comprendra l'ensemble des entreprises et aussi du niveau de maille qu'elles souhaitent utiliser dans le cadre de leur réception de factures et de leur émission de factures. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est à travers aussi cet annuaire que vous direz que vous avez une PDP ou un opérateur de dématérialisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui va arriver assez rapidement. Et il faudra que vous alliez voir aussi si toutes vos entreprises sont bien référencées dans cet annuaire. Normalement, oui, mais il faudra quand même aller vérifier. Donc ce PPF, il aura aussi pour objet de concentrer l'ensemble des flux déclaratifs vers la DGFiP, effectuer aussi un certain nombre de contrôles, typiquement les contrôles de doublons, est-ce que les mentions légales qui sont censées être présentes sont bien présentes, et permettra aussi aux petites entreprises, parce que finalement, on se rend compte que c'est certainement les petites entreprises et les moyennes entreprises qui passeront par ce PPF, des manières de déposer directement leurs factures, directement via ce portail, de gérer aussi les statuts des factures et gérer aussi l'archivage. Sur la gestion des statuts de facture, j'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais ça veut dire potentiellement, quand vous allez déposer, vous, en tant que fournisseur, une facture, elle aura tout de suite le statut déposé. Quand votre client la traitera, il vous renverra un statut qui vous dira qu'il est en train de la traiter. Et quand elle sera payée, vous recevrez aussi un statut qu'elle sera payée. Voilà. Donc tout ça permettra d'avoir un certain nombre d'informations qui vous éviteront, par exemple, d'appeler votre client, pardon, pour lui demander où en est votre facture, est-ce qu'elle a été payée ou autre. Normalement, avec la gestion des statuts, vous aurez un reporting quasiment en temps réel de l'ensemble de ces informations. Ça, c'était pour le PPF. Pour les plateformes de dématérialisation partenaires, donc ce sont des plateformes qui seront, comme je vous l'ai dit, certifiées et immatriculées par l'État. Elles seront partenaires, donc elles permettront aussi d'organiser vos traitements de factures avec des formats qui sont plus complets que les formats qui sont proposés par le portail public de facturation. Ce qui est très important de savoir, c'est qu'elles seront immatriculées avec un agrément de 3 ans qui sera renouvelable. Donc, les modalités là ont été définies et les certifications vont commencer normalement à partir du mois prochain. Ces PDP permettront aussi de réaliser des extractions fiables des données, donc notamment pour le e-reporting, pour que ce ne soit plus vous qui le fassiez. Et elles permettront aussi de réaliser des contrôles de conformité sur vos données dans les mêmes conditions que le PPF, mais vous pourrez aussi rajouter des contrôles métiers. Donc, typiquement, la PPF, elle, va aller contrôler les mentions légales obligatoires. Il peut arriver, par exemple, pour certains clients, que vous ayez des mentions sur vos factures qui soient spécifiques à vos métiers. Je pense notamment au métier du bâtiment, par exemple, au métier de la promotion immobilière, où vous pouvez avoir des mentions telles que les retenues de garantie, etc. Ça, typiquement, vous ne pourrez pas demander au PPF de les vérifier, mais vous pourrez demander à votre PDP, dans le cadre des services à valeur ajoutée qu'elle proposera, de les vérifier pour vous. Voilà. Donc ça fait partie des services à valeur ajoutée que peuvent proposer les PDP en plus du PPF. Et le troisième acteur qu'on aura, ce sont les opérateurs de dématérialisation. Donc, ces opérateurs n'auront pas de certification et ne seront pas autorisés à transmettre les factures électroniques au PDP de vos clients, par exemple. Et ils ne seront qu'un intermédiaire entre une entreprise et une PDP ou le PPF. Elles n'ont pas de contraintes réglementaires, mais elles pourront aussi vous offrir des services à valeur ajoutée. Donc, dans le slide qu'on vous transmettra, vous aurez et on rentrera pas dans la différenciation entre les deux parce que ça serait vraiment trop long. Mais dans le slide qu'on vous transmettra, vous aurez vraiment, qu'est-ce qui différencie une PDP d'un opérateur de dématérialisation. Donc vous aurez l'ensemble de ces informations. Yannick, tu peux passer au slide d'après.
Donc, sur le schéma en Y, dont vous avez peut-être entendu parler, donc dans le schéma nominal qu'on va avoir, vous allez avoir le fournisseur A qui va transmettre sa facture à son client B, donc via le portail public de facturation. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus basique. Et le portail de facturation, donc le PPF, va transmettre la facture au client B. Donc, comme je vous l'ai dit, vous ne pourrez plus avoir d'envoi de facture direct entre le fournisseur A et le client B. Ça, c'est fini. On parle de schéma en Y parce que justement, on peut envoyer ça soit directement au PPF, soit à sa PDP, qui, elle, l'enverra à la PDP du client ou directement au portail public de facturation. Donc là, on peut avoir toute une combinatoire qui est assez, enfin, pas complexe, ça reste simple, hein, parce que le fournisseur A, il envoie au PPF ou il envoie à sa PDP qui, elle, envoie au PPF ou à une PDP. Voilà. Sachant une même entreprise, donc une même entité, peut avoir plusieurs PDP. Donc, on a pu voir certains clients, enfin certains de nos gros clients, qui ont des PDP pour leurs factures entrantes et qui ont des PDP pour leurs factures sortantes. Voilà, donc ça peut être aussi un choix d'entreprise. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre de la checklist de conformité qu'on vous donnera. Les échanges peuvent se faire soit via le portail, donc avec le PPF, soit via une API, soit via des formats EDI, mais qui sont bien définis. Donc les formats aujourd'hui qui sont acceptés par la réforme, et j'y reviendrai juste après, ce sont les factures X. Donc les factures X, ce sont des PDF un peu spécifiques qui sont lisibles et qui portent en eux un petit fichier qui permet de recenser l'ensemble des informations de mention légale que contient la facture. Donc, pour qu'un automate puisse lire automatiquement ces factures sans aller lire la facture. Voilà. Donc ça, c'est important. Et vous avez deux autres formats qui sont les formats UBL et XML-C2I, qui sont des formats d'échange de données informatiques et qui sont spécifiques à la facture et qui sont déjà aujourd'hui largement utilisés par les différents acteurs de la facturation. Voilà. Et comme vous le voyez, vous avez un petit bloc PPF et un petit bloc DGFIP. Donc, le portail public de facturation va concentrer l'ensemble des données de facture et l'ensemble des données de paiement et de transaction pour les envoyer à la DGFIP. Voilà. Et donc là, on aura bouclé un petit peu la boucle. Bien, je pense que tu peux. Et oui, et pardon, et j'oubliais, pardon, tu peux juste revenir sur le slide avant. Et vous avez aussi donc les opérateurs de dématérialisation, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui seront des intermédiaires entre vous et le PPF ou entre vous et les plateformes de dématérialisation partenaires. Juste pour que vous ayez un petit exemple, les opérateurs de dématérialisation, ce sera par exemple si vous avez aujourd'hui des outils de dématérialisation de factures comme, je vais en donner quelques-uns, DocuWare, Strato ou ce genre d'acteurs, eux, ils seront opérateurs de dématérialisation. Ça peut être aussi votre ERP, parce qu'un certain nombre de ERP vont se transformer en tant qu'opérateurs de dématérialisation. Et ça peut être aussi des logiciels de gestion comptable, tels que Sage, Ciel, etc., qui peuvent être aussi une bonne option pour les prestataires de dématérialisation. Donc sur le schéma pour le e-reporting, c'est exactement la même logique. Vous avez vos transactions B2C et les données de paiement qui pourront passer soit par un reporting direct que vous enverrez au portail public de facturation, soit vous demanderez à votre plateforme partenaire de dématérialisation de faire une extraction de données pour vous. Donc ça fait partie aussi des services à valeur ajoutée de la plateforme de dématérialisation partenaire. Donc il pourra faire ce reporting du coup indirect pour vous. Bien, tu peux passer à la slide d'après. Donc sur les formats de facture, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc pour tous et à travers le portail public de facturation, donc on aura donc la facture X et l'UBL et le XML-C2I. Et quand vous passerez par une plateforme, si vous passez par une plateforme de dématérialisation partenaire, là pour le coup vous aurez le droit à d'autres formats, donc la facture X bien sûr, l'UBL et l'XML-C2I. Vous avez des formats qui existent déjà aujourd'hui parce que vous avez un certain nombre de clients qui n'ont pas attendu la réforme de la facturation électronique pour déjà faire de la facturation électronique, donc qui utilisaient soit de l'Edifact, soit des variants XML ou même des formats privés. Donc ça, vous pourrez continuer à les utiliser avec votre PDP à condition
que cette PDP fasse une extraction de données vers le PPF qui soit lisible et compréhensible par le PPF. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Sur le cycle de vie des factures et les fameux statuts dont je vous parlais, donc ça c'est quelque chose enfin, voilà, qui peut paraître anodin, mais qui je pense est vraiment très important, notamment dans le cadre du suivi du cycle de vie des factures pour l'ensemble des parties. Donc le fournisseur, quand il déposera sa facture, donc soit sur le PPF, soit sur la PDP, la facture aura un statut dit déposé. Et donc ça, c'est un statut qui est obligatoire. La partie réceptrice, donc l'acheteur, le client, lui aura plusieurs statuts qui vont arriver. Donc il pourra rejeter la facture automatiquement. Donc si par exemple les mentions légales ne sont pas respectées, donc si par exemple il manque le sirène de l'acheteur, il pourra être en droit de rejeter automatiquement votre facture sans même que vous puissiez dire quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça fait partie des statuts qui sont aussi obligatoires. Il y a ensuite un statut qui est recommandé mais non obligatoire qui est mis à disposition, prise en charge, approuvé partiellement, et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des statuts qui sont recommandés mais non obligatoires. Donc, nous, on vous recommande justement, dans le cadre de votre mise en œuvre de ce projet, parce que faut vraiment considérer ça comme un projet, de bien réfléchir à ces statuts et vous dire est-ce que vous en avez besoin, pas besoin, et le cas échéant, les mettre en œuvre, soit avec votre logiciel de gestion électronique de documents ou de dématérialisation de factures, soit avec votre ERP comptable. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et donc, dans les autres statuts qui sont obligatoires, vous avez le statut refusé que vous voyez en bas à droite. Donc là, on peut refuser une facture, non pas sur les mentions légales, parce que là, ça sera rejeté, mais vous pouvez la rejeter parce que vous n'êtes pas potentiellement d'accord sur le montant de la facture. Enfin, vous allez demander un avoir à votre fournisseur, et ainsi de suite. Et le dernier statut qui est obligatoire, c'est le statut qui s'appelle encaissé, et là qui est pour le coup côté fournisseur. Donc là, vous avez reçu le paiement et vous renvoyez à l'administration fiscale le fait que vous avez encaissé la facture avec la date d'encaissement. Donc ça, ça fait partie des statuts qui sont obligatoires. Merci Mehdi pour cette présentation. Alors c'est une présentation qui a une forte valeur ajoutée et qui nous permet de mieux comprendre les impacts de cette réforme, à la fois sur les aspects, disons, organisationnels. On voit que c'est un impact fort sur l'organisation, sur les processus qui sont en place dans les organisations, et aussi sur l'environnement IT. Alors maintenant, ce qu'on vous propose avec Amélie, c'est de rentrer encore un petit peu plus, je vais dire, dans le détail, voire dans la facture, pour aller voir quelles sont les mentions légales qui doivent y figurer. Voilà, exactement. Merci beaucoup Vianney. Et c'est peut-être là aussi où vous sentirez plus particulièrement tout l'intérêt d'avoir à la fois des personnes comme Mehdi et Vianney et quelqu'un comme moi sur l'aspect un petit peu complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a des sujets, enfin moi quand j'entends Mehdi parler des formats de factures électroniques, par exemple, je suis tout oui, parce que autant vous dire que mes compétences ne vont pas jusque-là. Par contre, je sais parfaitement qu'ils peuvent compter sur moi quand il s'agit de déterminer dans quel périmètre on est pour savoir quelle va être l'obligation. Et je me permets peut-être de faire une aparté avant de traiter des nouvelles mentions obligatoires. Pour moi, cette réforme, et Mehdi, je sais que tu es d'accord avec moi là-dessus, c'est aussi une coopération entre les différentes équipes de l'entreprise, on y reviendra après, parce que vous avez tout un aspect IT, tout un aspect fiscal et comptable, et donc c'est cette coopération qui est très importante. Donc là, je vais revenir un petit peu sur mon terrain, Mehdi, merci beaucoup, qui est celui des mentions obligatoires. Alors, vous avez, dans le cadre de la réforme, vous avez un premier point qu'il faut garder à l'esprit, je vais passer rapidement parce que je sais que le temps passe, c'est que sur une facture, vous avez deux catégories de mentions obligatoires. Vous avez les mentions fiscales qui sont prévues par le CGI et vous avez les mentions réglementation économique prévues par le Code de commerce. Donc, vous avez un package de mentions que normalement, vous avez, quand vous émettez des factures, vous avez sur vos factures. Et sur ce qu'on peut qualifier vraiment de nouvelles mentions, vraiment les mentions qui n'existaient pas préalablement à la réforme, vous en avez 4 en fait. Vous avez le numéro sirène du client qui devient une mention fiscale obligatoire. Vous avez une nouvelle mention qui est la catégorie de l'opération. La catégorie de l'opération, c'est soit une livraison de biens, soit une prestation de service, soit une opération mixte. Et alors ça, dit comme ça a l'air tout simple. En matière de TVA, vous avez plein de cas malheureusement où la qualification n'est pas si évidente que ça.
Mais en tout cas, ce sera une nouvelle mention sur vos factures, livraison de biens, prestation de services ou mix. La mention de l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits redevient une mention obligatoire. Elle l'était quand j'ai commencé à exercer, elle ne l'était plus, elle le redevient. Et l'adresse de livraison des biens, si elle est différente de l'adresse de facturation, ça c'est une nouvelle mention obligatoire. Donc ces 4 mentions sont vraiment nouvelles, ça devient des nouvelles mentions fiscales avec les sanctions qui sont attachées au fait qu'elles soient présentes sur les factures ou pas. Les modalités d'entrée en vigueur de ces mentions, elles sont calquées sur la réforme, sur les dates d'entrée en vigueur de la réforme. C'est-à-dire que si vous êtes au 1er janvier 2025, à compter du 1er janvier 2025, elles devront figurer sur vos factures et vous avez les sanctions qui figurent sur la slide, 15 € par mention. Bref, des mentions habituelles en matière fiscale. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que ces 4 nouvelles mentions, elles n'existaient pas préalablement. Toutes les autres, elles préexistent. Et en fait, là où il y a des petites subtilités dans la réforme, parce qu'on est quand même en France, il faut que les choses soient un petit peu compliquées, c'est que vous avez une évolution dans les mentions, dans les éléments qui doivent être transmis à l'administration fiscale. Vous avez une première étape dans laquelle vous avez une série de mentions qui va être transmise et une deuxième étape dite cible dans laquelle ces mentions seront complétées. Mais en termes de mentions, les 4 nouvelles mentions obligatoires, ce sont celles qui figurent sur cette slide. Toutes les autres, normalement, doivent déjà être disponibles sur vos factures, mais c'est évidemment cette réforme l'occasion de le vérifier pour être en mesure de tout transmettre correctement. Voilà ce que je voulais vous dire sur les mentions obligatoires. Et juste pour rebondir sur ce que dit Amélie, on se rend compte aujourd'hui, pour mettre en œuvre pas mal de projets de facturation électronique, que pas mal de mentions ne figurent pas aujourd'hui dans vos systèmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, de mentions obligatoires, je parle, ne figure pas dans le système. Donc ça, il faudra vraiment faire attention. Déjà de vous rapprocher de votre, soit de votre logiciel comptable, soit de votre ERP métier, pour être sûr qu'ils ajoutent bien ces mentions légales. Si c'est vous qui avez développé votre propre système de facturation, mettre aussi en conformité. Mais aujourd'hui, je me rends compte, et pour pas que des petits groupes, je parle aussi pour un certain nombre de grands groupes, qu'il manque énormément de mentions légales sur les factures. Et ça sera des rejets automatiques, parce que si ces mentions légales ne font pas partie des factures, elles seront rejetées automatiquement. Donc, bon, quelques facteurs clés de succès pour réussir votre projet. Il faut bien vous dire qu'un projet de dématérialisation de factures, c'est d'abord un projet d'organisation, parce que c'est l'occasion aussi d'harmoniser, d'homogénéiser vos processus métiers, que ce soit pour la réception des factures, mais aussi pour l'émission de factures, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a encore énormément de factures chez énormément d'entreprises qui sont faites soit sous format Word, soit sous format Excel. Et ça, demain, avec la réforme de la facturation électronique, ça sera plus possible. Donc, il va falloir aussi vous outiller dans ce cadre-là, mais aussi en termes de process métier, augmenter le ratio de factures avec bon de commande et contrat. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, et c'est vraiment un grand facteur de réussite. L'alignement de vos process sur les besoins métiers. Donc, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la promotion immobilière, où il y a un certain nombre d'informations qu'il faut faire afficher au niveau de vos factures. Réfléchissez-y en amont. Et aussi essayer d'automatiser toutes les activités à faible valeur ajoutée. Dans les activités à faible valeur ajoutée, précédemment, on avait le scan de factures et ce genre de choses. Bon, évidemment, avec l'électronisation, je ne sais pas si ça se dit électronisation de la facture, on n'aura plus besoin de scanner les factures. Mais voilà, typiquement, si vous recevez une facture électronique, c'est pas pour la réimprimer derrière, pour la refaire circuler au format papier. Ça serait vraiment perdre tout le bénéfice de la réforme, par exemple. Sur le choix d'une PDP ou d'un opérateur de dématérialisation, donc essayez aussi de faire un choix d'une solution d'avenir, donc avec une solution qui soit capable de traiter tous les formats existants, mais aussi le papier, donc parce que je vous ai dit que le papier perdurerait au moins jusqu'à 2026, voire à voire plus pour les factures qui proviennent de l'étranger, par exemple. Gérer vos parapheurs électroniques pour ne plus avoir à matérialiser vos factures, donc ça j'en ai parlé. Gérer donc l'extraction de vos données et des mentions légales, des mentions obligatoires, mais pas que. Donc, si vous avez des données métiers qui sont liées à votre ligne de métier,
enfin voilà, essayer de traiter l'ensemble de ces données de manière automatique et surtout informatique. Réaliser tous les contrôles qui vous sont possibles, soit ceux qui sont demandés par l'administration, donc qui sont les contrôles obligatoires, une facture, qu'elle ne soit pas doublonnée, mais aussi rajouter vos propres règles métiers. Donc ça, c'est vraiment très important. Et pensez aussi à l'interopérabilité pour gérer l'avenir. Donc typiquement, essayer de choisir des opérateurs qui ont pignon sur rue et ne prenez pas n'importe qui sur le marché. Voilà. Donc, parce que vous aurez de toutes les manières de vrais gains matérialisés. Donc, et ça, c'est vraiment un retour d'expérience qu'on voit très important sur les grandes entreprises, mais qui peut se calquer tout à fait sur les petites entreprises. On se rend compte qu'il y a des grands gains financiers à faire quand vous rationalisez les coûts sur votre chaîne de dématérialisation. En termes de productivité, le fait de ne plus avoir à scanner, à mettre dans des parapheurs papier, à même envoyer les factures par papier et par courrier. Donc tout ça, ce sont vraiment des gains de productivité et financiers aussi. Et en termes de temps, donc la diminution du délai de transmission des factures entre les différents services compétents, bah, ça aussi, c'est un gain qui est non négligeable. Voilà. Et je pense qu'on va passer à moins que Amélie, tu aies quelque chose à rajouter, on va passer à la dernière slide, donc qui est la conclusion et la checklist de conformité qu'on va essayer de faire à deux avec Amélie. Pour l'ensemble de nos clients, donc là, quelle que soit la taille, donc c'est pour ça que vous retrouverez des mentions, PPF, PDP, opérateur de dématérialisation et ainsi de suite. On a essayé de faire une checklist pour la réception, pour le traitement des factures et pour l'émission de factures et le e-reporting. On ne va pas rentrer dans tout le détail, mais il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à faire pour vous, que ce soit pour la mise en conformité de vos systèmes entrants, vos systèmes de traitement et vos systèmes sortants. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important. Donc, parmi les premières questions qu'il va falloir vous poser, c'est identifier les flux de facturation et surtout distinguer ce qui est hors scope. Donc là, je peux laisser peut-être Amélie en redire un petit mot là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Oui, tout à fait. Merci, Mehdi. Alors, ça revient un peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a vu qu'il y avait plusieurs types d'obligations dans le cadre de cette réforme. Il y a vraiment un premier travail qui est un travail d'identification des flux de l'entreprise, de manière exhaustive pour déterminer pour chacun des flux quel doit être son traitement. Alors pour ça, évidemment, nous on est là pour vous assister. Par ailleurs, l'entreprise part pas non plus de zéro. Par exemple, si vous avez une documentation de PAF, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Mais la difficulté, moi, je trouve, de cet exercice-là par rapport à ce à quoi on a pu être confronté dans le passé, notamment pour établir des documentations de pistes d'audit fiables, c'est que là, il faut être exhaustif. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'identifier tous les flux de factures pour les tracer et savoir dans quelle catégorie on les range. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, en fonction de la taille de votre entreprise, se poser la question, est-ce que vous passez directement par le PPF? Et si vous passez par le PPF, est-ce que vous faites une récupération manuelle des factures ou automatique via ce qu'on appelle des interfaces, qu'elles soient automatisées ou pas? Est-ce que vous passez par une PDP ou un opérateur de dématérialisation? Donc ça, c'est aussi en fonction de votre taille, du nombre de factures que vous allez traiter. Il y a des seuils qu'on peut donner. Si vous avez plus de 50 à 60 000 factures, on peut imaginer que vous commenciez à réfléchir à passer par une PDP ou un opérateur de dématérialisation. C'est des choses Je me qui sont permets, importantes. Mehdi, il est déjà 9h50, on a pas mal de questions. Je conclue en 2 minutes et on prend les questions. Vous assurez que vous prenez bien les nouveaux formats de la réforme, donc que ce soit le facture X, l'UBL et le C2I. Donc ça, c'est les choses qui sont assez importantes. Sur le traitement de vos factures, donc vous assurez que vos bases de données fournisseurs et vos bases de données clients sont propres. Et ça, on se rend compte que c'est très souvent pas le cas. Et quand je dis propre, c'est surtout s'assurer que vous avez les numéros de SIRET, par exemple, de vos clients, les numéros de TVA Intracom, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et mettre à niveau les données obligatoires, donc les nouvelles mentions dont parlait Amélie tout à l'heure, et aussi les données optionnelles. Voilà, donc ça, c'est assez important. Et définir tous les contrôles que vous devez réaliser. Voilà. Je suis désolé, on l'a fait un petit peu rapidement pour pouvoir prendre vos questions, mais voilà, vous retrouverez cette checklist qui pour nous est vraiment la base fondamentale pour pouvoir commencer à traiter votre projet.
Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation qui, j'en suis certain, a été claire pour tout le monde et qui en tout cas suscite pas mal de questions. Alors je vous propose qu'on les prenne dans l'ordre et puis Amélie, Mehdi, vous voyez qui souhaite y répondre. Il y a une première question qui est posée concernant l'obligation de récupération qu'on a rappelé au tout début de la présentation avec Amélie. Il y a une question qui est, est-ce que cela veut dire qu'il y a une obligation de récupérer via un portail? Est-ce qu'on peut clarifier cette obligation de récupération? En fait, sur la récupération, donc comme je vous l'ai dit, vous avez 3 acteurs, donc le PPF, la PDP et l'opérateur de dématérialisation. Si vous faites le choix de ne pas prendre de PDP, par exemple, ou d'opérateur de dématérialisation, il faudra que vous vous connectiez au portail public de facturation, donc Chorus Pro, qui vous notifiera de toutes les manières à chaque fois que vous recevez une facture pour aller récupérer la facture. Voilà. Donc ça, soit vous la récupérez manuellement, soit vous mettez ce qu'on appelle une interface avec le portail public de facturation pour récupérer votre facture. Merci beaucoup. Dans la continuité concernant le portail public de facturation, est-ce qu'il y a une inscription au PPF? Il n'y aura pas d'inscription, vous serez normalement dedans. Il faudra par contre aller vérifier que, si vous êtes un groupe qui a énormément d'entités, que toutes les entités sont bien renseignées au bon niveau, avec la bonne maille, avec vos sirènes cirées, pour vous assurer que tout est en ordre à l'intérieur. Là, je vois deux questions qui se rejoignent, qui concernent la manière dont je m'assure que mes fournisseurs sont affiliés. Je vais prendre la question qui donne le plus de détails, comme ça vous permettra d'avoir la réponse la plus précise. Doit-on contrôler que nos fournisseurs se conforment à la facturation électronique en fonction de sa taille? Et que faire si un fournisseur ne nous transmet pas une facture électronique alors qu'on sait que sa taille de structure l'impose? Alors, moi, j'ai peut-être une piste de réponse, Mehdi, mais je te Vas-y, laisserai vas-y. m'interrompre si tu n'es pas d'accord. Alors, pour moi, techniquement, l'obligation de facturation électronique, pour le coup, elle s'implique à l'émetteur de la facture. Pour moi, c'est essentiellement la responsabilité de l'émetteur. Alors, il faut quand même aussi garder à l'esprit que dans les premiers qui vont passer à la facturation électronique, on est sur les très grandes entreprises, donc les entreprises de plus de 5000 salariés ou avec un chiffre d'affaires ou un total bilan assez important. Donc, on peut espérer que ces structures-là seront à jour de leurs obligations. Pour moi, c'est essentiellement un risque pour l'émetteur de la facture. Et moi, je serais client, je pense que je m'attacherai surtout à archiver correctement ce document et je le traiterai évidemment, parce que sinon vous allez avoir d'autres problèmes, par exemple, vous allez ne plus être fourni. Mais pour moi, le risque pèse essentiellement chez le fournisseur, chez le prestataire, celui qui doit émettre la facture sous un format électronique. Je te rejoins entièrement. Parfait. Autre question, est-ce qu'un même SIRET pourrait avoir plus d'un PDP pour les seules factures entrantes? Techniquement, c'est possible. C'est possible. Après, alors je travaille vraiment pour très gros groupes, donc qui sont candidats au 1er juillet 2024. J'ai pas encore vu le cas d'usage. Il y en a certains qui ont réfléchi, mais ils ont tous laissé tomber en se concentrant sur une PDP. Et comme je vous ai dit, ce que je vois par exemple de manière assez commune, c'est un PDP pour l'entrant, un PDP pour le sortant. Mais j'ai pas encore vu 2 ou 3 PDP pour de l'entrant par exemple. Mais techniquement, c'est possible. Merci. Je crois que celle-là est aussi pour toi, Mehdi. En tout cas, c'est toi qui avais pris ce point-là. Besoin de précision sur qui décide du cycle de vie des factures. Alors, donc comme je vous l'ai dit, sur le cycle de vie des factures, vous avez des mentions qui sont, des statuts pardon, qui sont obligatoires, donc notamment le déposer, le refuser, le rejeter et le encaisser. Donc ça, c'est les 4 qui sont obligatoires. Donc là, pour le coup, vous n'avez absolument pas le choix. Pour tous les autres, c'est dans le cadre de l'implémentation de votre projet que vous déciderez de les mettre en œuvre ou pas. Voilà, donc c'est vous entreprise, qui déciderez de le mettre en œuvre ou pas. Merci. Est-ce qu'un groupe peut appliquer dès 2024 la réglementation pour l'ensemble de ses entités légales, y compris celles qui ne remplissent pas les conditions de seuil? Amélie? Pour moi, oui. Alors, on a le cas aujourd'hui, on a pas mal de clients
qui sont concernés en 2024, 2025 et 2026. Voilà, donc ça c'est pour un même groupe. Et ils ont pris la décision de tout mettre en même temps. Enfin, voilà, dès 2024, en fait, ils vont commencer à envoyer leurs factures de manière électronique. Une question précise qui concerne un secteur bien précis que connaît Mehdi, Amélie aussi. Quid des situations de travaux dans la promotion immobilière dont le montant est modifié par le maître d'œuvre? Question bien Alors ça, précise. c'est un sujet que je connais très bien. Alors aujourd'hui, dans Chorus Pro, effectivement, il y a un cas d'usage qui est lié à la situation de travaux. Donc ce cas d'usage, j'en ai eu la confirmation semaine dernière par la DGFiP, ne sera plus géré dans le cadre du PPF. Donc ça veut dire que ça sera aux opérateurs de l'immobilier de traiter cette problématique. Après, il y a plusieurs manières de le traiter. La situation de travaux arrivera chez le promoteur immobilier et ensuite, ça sera à vous de la mettre à disposition du maître d'œuvre de manière électronique idéalement, pour qu'il fasse son certificat de paiement, qu'il mette ses retenues de garantie, ses prorata et ainsi de suite, pour les transférer ensuite en validation chez vous. Mais le cas ne sera pas traité via le PPF, c'est sûr, malheureusement. Une autre question concernant les obligations. Est-ce que nous allons être obligés de traiter plusieurs flux de facteurs fournisseurs? Deux points. Les Français d'un côté, les UE et les imports via des process différents. Alors, techniquement, je ne sais pas si on peut tout harmoniser, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour chacune des catégories que tu viens de citer, Vianney, en fait, on est dans un champ différent. Pour les importations, on est sur des choses qui sont hors scope de la réforme, donc sur des infos à identifier de manière distincte, à suivre de manière distincte, avec les données qui sont mises à disposition par l'administration fiscale et des douanes sur leur site internet au profit des entreprises. Sur les flux des fournisseurs étrangers, par définition, ils ne sont pas soumis à la facturation électronique puisqu'ils ne sont pas établis en France. Donc, ils n'ont pas de contraintes, les mêmes contraintes de facturation que celles qui vont s'imposer à vous. Alors, on va dire pour l'instant, parce qu'au niveau communautaire, on a une autre réforme qui interviendra dans quelques années sur les flux intracommunautaires, en tous les cas, et pour les premiers flux que tu citais, qui sont ceux qui tombent dans le scope de la réforme. Donc, clairement, on est sur trois catégories de transactions qui vont coexister avec des obligations différentes. Merci. Une question concernant l'annuaire des entreprises. Dans l'annuaire des entreprises, le critère d'éligibilité du code de routage est-il prévu comme dans le B2G Chorus Pro? Tout à fait. Donc tout à l'heure, je vous parlais des niveaux de maille. Donc vous avez le sirène, ciré, le code de routage. Et le B2C peut-il être adressé au choix en invoicing, entre parenthèses pour réduire le nombre de flux sortants, ou en e-reporting? De toute manière, il sera traité en e-reporting. Après, je pense que vous pouvez aussi envoyer vos factures B2C, ça mange pas de pain. Mais aujourd'hui, elles ne seront pas traitées en termes de e-invoicing. Enfin, je parle sous couvert d'Amélie, mais... Je suis d'accord avec toi. Question concernant le planning, sur lequel tu étais revenu, Amélie. Quand est-ce que le PPF sera opérationnel? J'espère le 1er juillet 2024. Voilà. J'ai pas de date. J'ai pas la date. Je sais pas, Mehdi, si tu as des infos Non, là-dessus. c'est censé être le 1er juillet 2024. Bon, je ne sais pas dans quel état il arrivera. Voilà. Il est censé partir au 1er juillet 2024, mais je ne sais pas dans quel état il arrivera. On va peut-être prendre une dernière question, Vianney, parce Ouais. qu'après il est 10 heures. Une avant-dernière question, et puis je répondrai à la dernière, comme ça me permettra de conclure. Peut-on prévoir des processus d'aiguillage des factures pour identifier les flux différents, car ils ne seraient pas éligibles de la même manière? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si vous mettez, si vous avez des typologies bien claires au niveau de vos factures,
dans votre système d'information, enfin, que ce soit de la démat ou de la GED ou autre, bien sûr, vous pouvez traiter des flux de manière différente. D'ailleurs, quelqu'un posait tout à l'heure la question sur les situations de travaux. On ne va pas traiter le circuit d'une situation de travaux de la même manière on va traiter une facture de frais généraux, par exemple. Donc là, c'est votre système qui va faire la distinction entre une situation de travaux, une facture de frais généraux et d'autres types pour pouvoir les traiter en interne de manière différente. Ça, c'est tout à fait Merci. possible. Merci beaucoup. Dernière question. Diffuserez-vous les slides par email afin que nous puissions nous en inspirer? Celle-là, je vais la prendre. Et je vais en profiter pour conclure. Donc oui, les slides seront partagés avec les personnes qui se sont connectées. Merci encore d'ailleurs pour votre participation à toutes et à tous. Merci pour vos questions. Il y en a quelques-unes qu'on n'a pas eu le temps de traiter, mais on se permettra de le faire en marge. On a de toute façon l'identité des personnes qui ont posé les questions. On reste aussi évidemment à votre disposition, à chacune et à chacun, pour les personnes qui souhaiteraient creuser l'un ou l'autre des points qu'on aurait abordés, sur lesquels on serait allé peut-être un petit peu trop vite, ou qui suscitent des questions, des interrogations, peut-être parfois des inquiétudes. Mais en tout cas, on tient encore une fois à tous et toutes vous remercier et on conclut là-dessus avec un grand merci aussi pour Amélie et pour Mehdi pour cette présentation qui s'est voulue le plus clair et le plus pédagogique possible. On espère en tout cas. Merci Allez, beaucoup. merci à toutes et à tous. À bientôt. Bonne Bonne journée à journée. tout le monde. Au Au revoir. revoir. Au revoir.